Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a créé par décret en date du 9 janvier 2024 un collège des ministres conseillers à la présidence de la République. Vous suivrez dans ce 19 l'avis de quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou suite à cette création. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors de la session criminelle de la Chambre des infractions commises à raison du CES a condamné ce lundi 5 février 2024 un homme à 30 ans de prison pour avoir violé une fillette de 7 ans. Les détails dans ce 19h. Le Bénin va se doter d'un centre de référence international de sport d'ici quelques mois, initiative de l'opérateur économique Razak Soin. La construction de cette infrastructure a démarré le samedi dernier à travers une cérémonie de pose de première pierre. Plus de précisions dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Ce lundi 5 février 2024, un homme placé en détention provisoire depuis le 23 mai 2019 a comparu lors des assises pour des faits de viol sur mineurs de moins de 13 ans à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Sa victime est une fillette de 7 ans. À chaque étape de la procédure judiciaire, l'accusé dans le dossier revient de la commission d'instruction de la Criette a choisi la dénégation des faits jusqu'à l'ouverture de son procès ce 5 février 2024. Il a toujours déclaré n'avoir pas touché la fillette. Après plusieurs interrogations, il a finalement avoué qu'il a déshabillé la fillette parce qu'il était totalement ivre le jour des faits. Il affirme que c'est parce qu'il avait honte de son forfait qu'il n'avait pas depuis le début de l'enquête parlé. Il confie avoir entraîné la petite dans une parcelle vide et l'avoir déshabillée, mais ne rien faire avant que sa mère ne les surprenne. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, une nouvelle structure est créée à la présidence de la République du Bénin. Par décret en date du 9 janvier 2024, signé par le chef de l'État béninois Patrice Talon, il a été créé un collège des ministres conseillers à la présidence de la République. Doté d'un secrétariat administratif qui assure également l'interface avec les autres services support administratifs de la présidence, le collège des ministres conseillers est placé directement sous l'autorité du président de la République. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette décision et sont au micro de Francis Fahami. En lisant le décret, moi j'ai juste voir les attributions de ces ministres conseils et comment ils seront même payés. Et quand j'ai jeté un coup d'œil par rapport à leur mission, ils ont dit qu'ils vont contribuer à la politique du gouvernement, surtout des initiatives du gouvernement. En tout cas, ils ont défini des trucs comme ça. Moi j'aimerais savoir pourquoi encore un conseil des ministres. Comment se fait-il que c'est au Bénin qu'on a ça aujourd'hui, au Bénin? Les anciens ministres qui étaient déjà là n'ont jamais joué le jeu. Ils ont été nommés pour des fonctions bien données et rémunérés bien données. Est-ce que notre pays a des ressources comme ça pour supporter
des conseillers ministres? Ma première question. Auront-ils des cabinets comme les autres ministres, comme on a dit ministres? Ce ne sont pas des conseillers qu'on connaissait. Et on a dit encore que ces gens-là, ils seront même proposés par le parti politique de la mouvance. On a dit qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, on a dit, pour payer ces ministres, il y a une ligne spécifique. Il y a une ligne spécifique du budget de la présidence. Ça veut dire que désormais, le budget sera encore augmenté. Conseiller à la présidence, je peux comprendre. Conseiller à ceci, cela, je peux comprendre. Mais conseiller ministre, qui nomme les conseillers, qui les fasse le titre de ministre, ça va nous donner plus, ça va nous relaxer plus que conseiller ministre. Conseiller ministre, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça dans mon pays. Ça ne me dit pas grand-chose quand même. Mais quand on connaît ce que ça veut dire et l'explication donnée, on se demande pourquoi c'est maintenant. Il peut les nommer conseillers, non? Pourquoi nommer ministre? Maintenant, ils vont prendre le salaire, ils vont prendre le même salaire que les ministres. C'est la question que je me pose, ou bien que je lui pose. Il peut venir nous éclaircir un peu, ou bien le porte-parole du gouvernement peut venir. Ces ministres-là, conseillers-là, vont prendre les mêmes salaires que les ministres. Suivons à présent le consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui apprécie cette décision. Il s'exprime au micro de Kanté Amoussou. Nous sommes à 24 mois de la fin du mandat. Il y a des projets qui sont en cours. Le programme d'action du gouvernement, il faut qu'on n'ait pas faire le point, il faut faire les suivis. Les projets sont ouverts, c'est là. Donc, c'est logique qu'il désigne des gens pour essayer de l'accompagner. C'est encore logique et c'est heureux qu'il le fasse dans les officines politiques, directement en interrogeant les partis politiques, parce que justement, ça veut dire les griefs qu'ils ont été souvent faits. Il y a des militants politiques qui ont des cadres valeureux, valables, disponibles, qui ne sont pas nommés. Comme ça, l'État nomme parfois des gens qui viennent de l'extérieur, des expatriés, qui sans doute ont des expertises à partager, mais que ces expertises, on pourrait les trouver ici. Donc je trouve que, d'une certaine manière, c'est la mission qui va être confiée et qui aura sa discrétion. Je pense qu'il a combiné cela avec l'ouverture vers les partis politiques. Donc c'est un acte politique, c'est ce que je voulais dire en tant qu'analyste. Je trouve que c'est un acte politique en direction de ces partisans, donc des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement et qui méritent également d'avoir des cadres à ce niveau-là. Parce que lorsque on est militant, on n'est pas militant pour cirer les chaises, pour cirer les cierges. On est militant parce qu'on a envie aussi d'exercer le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir commence par la base et puis progressivement peut monter. Donc, ceux qui sont militants UPR, militants BR, militants RN, militants Moël Benem, c'est les 4 partis dans l'action du gouvernement connu. Donc, ceux qui sont militants de ces partis, c'est logique qu'ils aspirent à des responsabilités. Donc, en dehors des préfets, en dehors des ministres, en dehors des députés, en dehors des maires, des conseillers, il y en a d'autres aussi qui sont nombreux dans les partis. Donc, c'est logique que je devrais penser à eux pour une action qui relève aussi d'un acte politique. Le programme d'action du gouvernement est un acte politique, est un document cadre de développement, mais il ne devient pas moins un document politique puisqu'il soutient l'action. C'est lui qui est le socle de l'action du gouvernement et donc du bilan du chef de l'État. Vous savez, quand le président avait arrivé, il a fait l'état des lieux, n'est-ce pas? Cet état des lieux lui a pris 2 ans tout au moins. Quand il a lancé le PAG, il a continué à faire l'état des lieux. Il a lancé son programme de Bénin révélé. Mais il fallait déjà l'implémenter. Ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, ceux qui sont là vont faire le suivi de la mise en œuvre sectoriellement. Mais si rien n'était, si c'est au début, ils vont faire quoi? Le président estime qu'il est suffisamment outillé et qu'il n'a pas besoin d'une pléthore de conseillers. Aujourd'hui, il estime qu'il en a besoin parce que les projets sont nombreux. La mise en œuvre est peut-être disparate et il faut peut-être canaliser le suivi pour une bonne descente. En détention provisoire depuis mai 2023 dans une affaire d'escroquerie via Internet et de blanchiment de capitaux, un féticheur et son épouse, un guyman et un policier ont été fixés sur leur sort ce lundi 5 février 2024. La juridiction spéciale, dans son verdict, a condamné le féticheur à une peine de 7 ans de prison ferme et à une amende de
2 038 000 francs CFA. Son épouse a également écopé d'une peine de 3 ans de prison et une amende de 238 millions de francs CFA. Elle serait le bras intellectuel de son mari dans ses manœuvres. Le Gaiman, quant à lui, écope d'une peine de 7 ans de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA. Ce dernier aurait parlé du compte bancaire d'une Martiniquaise, une de ses clientes, au féticheux. Après que ce dernier a vidé le compte, il décide de l'effrayer avec menace de dénonciation à la police. Le fonctionnaire de police, poursuivi dans le dossier, aurait garé son véhicule de patrouille pour saluer le féticheur qui serait une connaissance à lui. Il a été déchargé par la Cour des faits d'abus de fonction qui lui sont reprochés. Les prévenus ont 2 semaines pour faire appel de la décision de la criette. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Sénégal. La situation devient de plus en plus tendue. Un rassemblement de l'opposition a été dispersé par la police avec des tirs de lacrymogènes. Mais le président de la Commission de l'Union africaine met en garde contre tout acte de violence. Dans un communiqué publié, le président de la Commission de l'instance régionale a pointé du doigt la situation politique dans ce pays où le modèle démocratique a toujours été salué avec haute appréciation. Une situation à laquelle l'Union africaine n'entend pas rester insensible. Elle demande aux autorités sénégalaises de s'employer à organiser les élections dans de nouveaux délais raisonnables. En République démocratique du Congo, plusieurs militants des droits de l'homme ont été arrêtés le 3 février 2024 en fin de journée à Kinshasa. Ils participaient à une manifestation pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bougana dans l'est de la RDC par les rebelles du M23. Selon les informations, une partie des militants ont été libérés ce lundi matin, mais 2 personnalités de la société civile congolaise sont toujours détenues. Il s'agit de Fred Boma et Bienvenu Matumo, 2 militants historiques de la lucha. Ils ont tous les 2 été arrêtés ce samedi en fin de journée. Ils étaient devant le palais du peuple, le Parlement congolais. Parlons sport à présent. Un centre de formation sport-études est en construction au Bénin. Dénommé Ewedia Sport, les travaux de construction de cet édifice ont été lancés officiellement le samedi dernier à Sakété devant un parterre de personnalités politico-administratives, sportives et religieuses. Le film de la cérémonie avec Seton Delarius à Djagbenou. Ewedia Sport, un centre de formation omnisport de référence internationale, va ouvrir ses portes au Bénin à Sakété dans le département du Plateau. Samedi 3 février 2024, Razak Souin, le promoteur et son équipe lancent les travaux de construction du joyau dont les caractéristiques se présentent comme suit. Il y aura 2 terrains de foot, un à gazon naturel et un autre en gazon synthétique. Il y aura un terrain de handball, un terrain de basket, un terrain de volley. Il y aura un court de tennis, il y aura une piste pour l'athlétisme. En plus de ces infrastructures, il va être érigé sur le site une piscine, une salle de gym, un dortoir d'une capacité de 400 pensionnaires et un bloc administratif. Le centre Ewedia Sport entend accueillir ses premiers apprenants lors de la rentrée scolaire 2024-2025. Le centre, pour sa première promotion, s'essayera avec un tout petit peu plus de 30 apprenants qui seront âgés au plus de 15 ans, je dis bien qui seront âgés au plus de 15 ans, seront boursiers à 100% pendant au moins 2 ans, c'est-à-dire notre souhait c'est jusqu'à leur majorité. Ils iront à l'école. S'ils ne sont pas scolarisés, c'est sûr, ils seront des artisans. Bref, ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'école qui seront ici. L'installation du centre va contribuer au développement du plateau, s'en réjouissent les autorités politico-administratives. Malgré mon état de santé, j'ai voulu quand même parrainer cet événement parce que j'ai compris aujourd'hui que nos fils du département du plateau avions commencé par comprendre que nous sommes devenus un département et que le développement de notre département n'est pas que l'affaire de l'État. Notre souhait est que dans les mois, dans les années à venir, les talents qui sont cachés dans nos localités, dans nos villages, dans nos différents arrondissements et dans nos différentes communes nous soient révélés. Pour qu'on dise un jour que tel joueur qui excelle dans l'équipe nationale, qui excelle dans tel club au niveau international,
appris par le centre de formation EWG Sport. Les premiers talents à former vont être détectés exclusivement dans les 5 communes du département du Plateau au bout d'un processus bien planifié. Sous la supervision des coordonnateurs communaux de EWG Sport, il est prévu l'organisation des tournois de détection dans tous les arrondissements. La détection, pour éviter qu'elle soit biaisée, sera confiée à la direction technique nationale pour qu'on ne dise pas que oui, telle personne a donné des instructions pour que son enfant soit parmi les heureux. Alors comment est-ce que ces apprenants seront détectés? Du matériel est là pour tous les arrondissements du plateau. Le promoteur met à cet effet à la disposition de chaque ville 6 jeux de maillot, des ballons et un trophée. Les hauts dignitaires des confessions religieuses, à tour de rôle, implorent les bénédictions de Dieu pour l'aboutissement heureux du projet. EWG Razaki, le promoteur de ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, que Dieu, le très miséricordieux, le Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres vont l'accompagner. Dans ses œuvres, partout où il sera, il aura la couverture des mains de nos ancêtres. Nous, tête couronnée du plateau, nous sommes avec lui. Waso ilẹ̀ yìí di ilẹ̀ ọlọ́ràá, waso ilẹ̀ yìí di ilẹ̀ tó tẹ́jú, waso ilẹ̀ yìí di ilẹ̀ tó gbé ògo orúkọ rẹ̀ ga, wá ran olúkúlùkù àwọn tó wà nídìí iṣẹ́ yìí, wá ràn wọ́n lọ́wọ́. Natif de Sakété, Saliman Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, apporte son soutien à l'initiative. C'est un homme qui est plein d'idées, plein d'initiatives. Mais il mérite d'être soutenu, d'être accompagné. C'est ce que justifie ma présence ce matin. Sinon, je pourrais trouver, n'est-ce pas, des arguments pour dire je suis occupé. Et quand je vois ce qui est en face de moi, il mérite d'être accompagné en prière. Et oui, dans leurs intentions de prière, les fils et filles du plateau doivent accompagner la réalisation de ce projet. Le promoteur de EWG Sport en mesure l'importance. Commune ou Sakété, il y a un peu de amore la il va moi il lo il y a des dire àdúrà yẹn agbàgbàlà ní besoin comme Ọlọ́run má jẹ fún eri mu comme mo mu gbọ́ comme enrichir ikú ministre wọ́n ti sọ ayin oṣù mélòó kan ká wá bí ká wá jàjọyọ̀ kan jó ká wọ́n ṣí fún gbogbo ọmọdé wọn yé má tara rẹ̀ jáde fún wọn jálù baríkà fúlù Sakété fúlù plateau àti Bénin en général. L'érection du centre EWG Sport s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois d'hisser le Bénin au rang des grandes nations sportives au monde. À la fin de la cérémonie officielle de lancement des travaux, Bruno Arthur Didavi, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, a souligné l'intérêt du projet de construction du centre EWG Sport. Je suis très heureux, ému pour ce que nous sommes en train de faire ce matin. Je crois que c'est le couronnement de tout ce que j'ai fait comme lutte pour le développement du football en général au Bénin et dans le plateau en particulier. Donc je crois que c'est une initiative que nous devons louer et qui rentre dans le programme d'action du gouvernement. Parce que vous savez très bien que depuis que le président Talon est là, beaucoup de dates ont été posées pour le développement du sport en général et du football en particulier. Donc c'est dans cette droite ligne que le PDG EWG a eu à prendre cette initiative-là qui honore vraiment notre région. Vous savez, depuis que le président Téchacus est là, il a eu à poser des actes. J'en veux pour preuve le centre sportif à caractère international de Ndali. Et il y a Misrété, il y a très bientôt le centre sportif des jeunes filles de Lokossa. Donc ça rentre dans la droite ligne de l'initiative de notre président Téchacus.
Parlons Coupe d'Afrique des Nations à présent. Les tours passent, le nombre d'équipes encore en liste dans la Coupe d'Afrique des Nations se réduisent. Mercredi 7 février prochain, ils ne seront plus que 4 pour les demi-finales à pouvoir encore prétendre au sacre. Le Nigeria a été le premier pays à se qualifier pour le dernier carré. Les Super Eagles ont battu en patron l'Angola 1-0. Il a été suivi dans la soirée de la RD Congo, vainqueur de la Guinée sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire continue sur sa lancée. Après avoir renversé le Sénégal, c'est le Mali qui a été victime du mental des locaux. Puis l'Afrique du Sud l'emporte au tir au but grâce à son gardien contre le Cap-Vert. Albam Yamesso, journaliste sportif et éditeur média CAF, a analysé ces rencontres depuis la Côte d'Ivoire. Suivez ses propos au micro de Anel Do. Oui, il faut dire que pour ce qui concerne les quarts de finale de cette CAN 2023, on s'attendait énormément d'ailleurs même à des affiches à couteau tiré, et on n'était pas dessus également sur ces 4 matchs programmés pour ces quarts de finale. Moi personnellement, j'ai eu la chance d'assister à la seconde rencontre du vendredi, et une affiche 100% francophone. J'aimerais parler de la rencontre entre la Guinée-Conakry et la RD Congo, les Léopards. Déjà avant le coup d'envoi, bon, tout le monde, bien beaucoup, spéculait ça ou bien pronostiquait sur ce détail-là que bon, la RDC est au-dessus, donc elle pourra y arriver à damer les pions. Et c'est ce qui s'est dessiné à la fin, parce que à la fin du temps réglementaire, on a constaté également que techniquement, bon, c'est la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné. Même ce qui m'a plu, le Sili national, eux également, ils ont reconnu cette supériorité, je dirais, technique ou bien tactique également, de la RDC, et tout comme également l'entraîneur du Sili national, Kaba Diawara, qui a reconnu également ça. Donc moi, bon, ça m'a donné, ça m'a soulagé, parce que là, ils ne pourront pas dire qu'ils sont un mauvais perdant, mais quand même, ils ont reconnu qu'il y avait véritablement un garçon, comme on le dit en Côte d'Ivoire, devant eux. C'était la même chose, on a vécu pratiquement lors de cette rencontre du pays organisateur. J'aimerais parler de la Côte d'Ivoire face au Mali. Vous savez, le Mali avait tout pour gagner ce match. Mais bon, c'est le football. C'est le football. C'est ça qui fait la beauté du foot. Et c'est ça qui nous pousse également à dire que le football est cruel. Parce que dans le contenu, déjà dès l'entame de la rencontre, le Mali avait montré que ils avaient, j'aimerais parler des joueurs, ils avaient les fourmis dans les jambes, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser ou bien à tuer le match à travers leur domination et tout. Vous l'avez vu, comme le collectif malien a véritablement posé de problèmes à la défense ou bien à l'équipe ivoirienne. Il y a eu ce pénalty-là raté que le Mali n'a pas marqué. Derrière, il y a eu un carton rouge. C'est des signes que le Mali était bien en place, que le Mali collectivement ça allait. Mais il fallait tuer le match. C'est vrai également qu'ils ont réussi à un moment donné à mener au score, mais ils n'ont pas réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire conserver le but. Et vous savez, au-delà de tout, il faut tirer chapeau à cette équipe ivoirienne. Le mental, il faut l'avoir. Surtout dans des matchs à élimination directe. J'espère qu'on aura de très belles affiches également pour les deux rencontres des demi-finales. J'aimerais parler de la Côte d'Ivoire RDC. C'est une rencontre également 100% francophone. Et l'autre rencontre également 100% anglophone entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. J'espère, franchement, je croise les doigts, que bon, on ne va pas regretter également. À la fin, on va encore dire que le meilleur a gagné. On va pousser encore d'excellents ou de soulagement. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.